À 73 ans, je n'aurais jamais imaginé devoir cacher mon propre héritage à mes propres enfants. Pourtant, me voici, assis dans ma petite cuisine, regardant les documents bancaires qui confirment ce que je ne leur ai jamais révélé. J'ai presque 200 000 dollars économisés. De l'argent que j'ai amassé en travaillant comme un âne pendant 50 ans, sans vacances, sans luxe, sans rien qui ne soit pour eux. Je m'appelle Esteban Morales, et si je te raconte cette histoire, c'est parce que j'ai besoin que quelqu'un m'écoute. Cela fait 3 mois qu'aucun de mes 6 enfants ne m'a appelé. 3 mois depuis que j'ai dit à Roberto, l'aîné, que je ne pouvais plus lui prêter d'argent pour sa nouvelle idée de commerce. 3 mois depuis que je leur ai expliqué que ma pension me suffit à peine pour manger et payer mes médicaments. Sais-tu ce qui me fait le plus mal? Quand ma femme, Maria Elena, est morte il y a 5 ans, ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter, qu'ils prendraient soin de moi, que j'avais été le meilleur père du monde, que je ne manquerais de rien. Des mensonges, rien que des mensonges, qui durent le temps d'un enterrement. Hier, j'ai trouvé une lettre d'un notaire dans ma boîte aux lettres. La maison où je vis, celle que j'ai achetée à la sueur de mon front en travaillant dans la construction, vaut bien plus que je ne le pensais. Beaucoup plus. C'est là que j'ai compris quelque chose qui m'a brisé le cœur. Mes enfants ne m'aiment pas pour moi. Ils aiment ce qu'ils croient que je vais leur laisser à ma mort. La dernière fois que Sophia, ma cadette, est venue, elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle m'a demandé si j'avais des papiers importants cachés quelque part. Carmen, celle qui vit le plus près, ne passe que lorsqu'elle a besoin que je garde ses enfants. Et Miguel, mon deuxième fils, m'a même suggéré de vendre la maison pour aller vivre dans une maison de retraite. Tu serais mieux pris en charge, papa, m'a-t-il dit. Mieux pris en charge et hors de leur chemin, voilà ce qu'il voulait dire. Mais ils ignorent ce que je sais. Ils ne savent pas que, pendant toutes ces années où ils me traitaient comme un fardeau, j'ai continué à économiser chaque centime. Ils ne savent pas que la maison qu'ils veulent que je vende est entièrement payée. Ils ne savent pas que j'ai une assurance vie qui pourrait changer leur vie à tous. Ils ne savent rien, car ils n'ont jamais pris le temps de me poser la question. Hier soir, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé, repensant à l'époque où ils étaient petits. Je me souviens quand Roberto s'est cassé le bras et que j'ai travaillé double pour payer le médecin. Je me souviens quand Carmen avait besoin d'argent pour l'université et que j'ai vendu mon seul costume correct. Je me souviens quand Miguel voulait ce vélo rouge et que j'ai arrêté de déjeuner pendant 1 mois pour le lui acheter. Mais hier soir, quelque chose a changé en moi, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre, libre de faire ce que je veux de mon argent, libre de décider qui mérite mon affection et qui ne la mérite pas, libre de leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais, parce que j'ai un plan qui va tout changer, un plan qui va leur montrer que le vieil Esteban n'est pas aussi naïf qu'ils le pensent. Et quand ils découvriront ce que j'ai décidé de faire, ils comprendront que l'amour ne se mendie pas, il se gagne. Et ils ont perdu leur chance. Écoute cette histoire jusqu'au bout et dis-moi ce que tu ferais à ma place. Dis-moi aussi de quelle ville tu m'écoutes. Pour comprendre pourquoi j'ai pris cette décision, il faut que tu connaisses mon histoire. Je suis né en 1951 dans un petit village de Michoacán où il n'y avait même pas d'électricité. Mon père est mort quand j'avais 14 ans et ma mère s'est retrouvée seule avec 5 enfants. J'étais l'aîné, alors j'ai quitté l'école pour travailler. D'abord en vendant des bonbons sur la place, puis en portant des sacs au marché, jusqu'à ce qu'un jour, un entrepreneur m'ait vu et m'ait dit « Petit, veux-tu apprendre à construire des maisons ?»
C'est ainsi que tout a commencé. Les mains écorchées et les genoux abîmés, j'ai appris à mélanger le ciment, à poser des briques, à installer des tuyaux. Un travail dur, mais honnête. Un travail qui te fatigue, mais te laisse la conscience tranquille. J'ai rencontré Maria Elena à 23 ans. Elle travaillait dans une tortilleria et avait un sourire qui illuminait même mes jours les plus sombres. Nous nous sommes mariés en 1975 lors d'une petite fête pleine d'amour. Elle rêvait d'avoir une maison à nous et beaucoup d'enfants. Moi, je rêvais de lui donner tout ce qu'elle méritait. Les premières années ont été difficiles. Nous vivions dans une petite pièce louée, sans autre meuble qu'un lit, une table et 2 chaises, que j'avais fabriquées moi-même avec des planches récupérées sur les chantiers. Mais nous étions heureux. Maria Elena cousait des vêtements pour gagner un peu d'argent, et moi, je travaillais du lever au coucher du soleil, toujours avec l'espoir d'économiser assez pour acheter notre maison. Roberto est arrivé en 1976. Je me souviens de la première fois que je l'ai tenu dans mes bras, si petit, si fragile, et je lui ai promis qu'il ne manquerait de rien. Puis est venu Carmen en 1978, Miguel en 1980, Sofia en 1982, Luis en 1984 et enfin Anna en 1986. 6 enfants en 10 ans, 6 bouches à nourrir, 6 corps à habiller, 6 avenirs à construire. Maria Elena était une mère incroyable. Elle cuisinait avec le peu que nous avions et faisait des miracles. Elle pouvait faire durer 1 kilo de haricots toute une semaine et trouvait toujours un moyen pour qu'à Noël, chaque enfant ait au moins un petit jouet. Pendant ce temps, je travaillais comme un fou. Construction le matin, plomberie l'après-midi et les week-ends, j'aidais dans un atelier de mécanique. Je n'ai jamais refusé un travail. Jamais. Même si j'avais mal au dos, même s'il pleuvait, même si c'était un jour férié, car chaque peso gagné était un peso de plus pour acheter notre maison. Chaque peso était un peso de plus pour les fournitures scolaires, les médicaments quand ils étaient malades, les fêtes d'anniversaire que Maria Elena organisait avec tant d'amour. En 1989, après 14 ans de travail sans relâche, nous avons enfin pu acheter cette maison, une maison modeste à la périphérie de la ville. Mais la nôtre, avec 3 chambres, un petit patio où Maria Elena a planté ses fleurs, et assez d'espace pour que les enfants jouent. Le jour où on nous a remis les clés, Maria Elena et moi nous sommes enlacés et avons pleuré. Nous avions réalisé notre rêve, mais la vie ne s'arrête pas là. Les dépenses continuaient d'augmenter. Uniformes scolaires, livres, transports, nourriture pour 6 adolescents qui mangeaient comme des lions. J'ai travaillé encore plus dur. Je me levais à 5 heures du matin et rentrais à 21 heures. Les dimanches étaient pour réparer ce qui était cassé dans la maison et passer du temps avec la famille. Je me souviens d'un Noël où Roberto, qui devait avoir 14 ans, m'a demandé pourquoi je ne m'achetais jamais de nouveaux vêtements. Je lui ai répondu que je n'en avais pas besoin, que mes vieux habits suffisaient, mais la vérité, c'est que chaque peso que je ne dépensais pas pour moi était un peso que je pouvais dépenser pour eux. Toujours eux en premier, toujours. Et les années ont passé. Diplôme, première communion, fête de 15 ans pour les filles. Chaque événement coûtait de l'argent que nous n'avions pas, mais que nous trouvions toujours. Maria Elena vendait des tamales. Moi, je faisais des travaux supplémentaires le week-end. Tout ce qu'il fallait pour que nos enfants aient ce qu'ils méritaient. Je ne me suis jamais plaint. Je ne leur ai jamais dit que j'étais fatigué, que mon corps me faisait mal, que parfois je sautais le déjeuner pour qu'ils puissent manger, car c'était mon rôle de père. Leur donner tout ce que je n'avais jamais eu. Leur offrir la chance de devenir quelqu'un dans la vie. Mais sans le savoir, je gardais des secrets, économisant des centimes, par-ci, par-là, sans que personne ne s'en rende compte. Car quelque chose en moi savait qu'un jour, j'aurais besoin de cet argent.
Quelque chose me disait que je devais être prêt pour le moment où il n'aurait plus besoin de moi. Et j'avais raison. L'abandon ne vient pas d'un coup, il arrive comme la pluie, goutte à goutte, jusqu'à ce que tu te retrouves trempé et frissonnant de froid. Tout a commencé quand Maria Elena est tombée malade. Cancer du sein. Les médecins ont dit 3 ans de traitement, d'hôpitaux, de chimiothérapie, qui coûtaient une fortune. J'ai vendu la voiture, mis en gage les quelques bijoux que j'avais offerts à ma femme. J'ai travaillé même le dimanche pour tout payer. Mes enfants étaient déjà adultes à ce moment-là. Roberto avait sa propre famille. Carmen était mariée. Miguel travaillait dans un bureau. Tous ont promis d'aider avec les frais médicaux de leur mère. « Ne t'inquiète pas, papa, me disait-il. Nous sommes là pour ce dont tu as besoin. » Mais quand il s'agissait de payer, ils avaient toujours une excuse. Leur salaire ne suffisait pas. Les enfants avaient des dépenses. Ils payaient leur maison. Ils avaient déjà aidé le mois dernier. Maria Elena est morte un mardi matin. Elle avait les mains froides, mais elle m'a souri jusqu'à son dernier souffle. « Prends soin de toi, Esteban, m'a-t-elle dit. Ne les laisse pas te diminuer. » Je n'ai compris ces mots que des mois plus tard. L'enterrement a été grandiose. Tous mes enfants étaient là, pleurant, m'enlaçant, me disant que j'étais le meilleur père du monde, qu'ils ne m'abandonneraient jamais, qu'ils seraient toujours là pour moi. Les premières semaines, ils venaient souvent. Carmen m'apportait de la nourriture. Miguel m'aidait avec les papiers de l'assurance. Sofia m'accompagnait chez le médecin. Mais peu à peu, les visites se sont espacées. D'abord tous les 3 jours, puis une fois par semaine, puis tous les 15 jours. Les appels aussi se sont raréfiés. « Papa, je te rappelle plus tard, je suis occupé. »« Papa, je ne peux pas parler maintenant, j'ai une réunion. »« Papa, on parlera demain. » La première fois que je me suis senti invisible, c'était à l'anniversaire de ma petite fille, la fille de Roberto. J'étais arrivé avec un cadeau, une robe rose qui m'avait coûté toute ma pension de la semaine. Mais personne ne m'a prêté attention. Les adultes parlèrent de leur travail, de leurs problèmes, de leurs projets. Je suis resté assis dans un coin, regardant mon propre fils m'ignorer. Quand ils ont servi à manger, ils ne m'ont pas gardé de place à la table principale. Ils m'ont assis à une petite table à part avec les jeunes enfants. « Il n'y a pas de place, papa, » m'a dit Roberto sans même me regarder. Mais il y avait de la place, juste pas pour moi. Ce jour-là, je suis rentré chez moi plus triste que jamais, et c'est là que tout a commencé. J'ai commencé à remarquer comment il me parlait, comme si j'étais un enfant idiot. « Papa, as-tu pris tes médicaments ? Papa, n'oublie pas de fermer la porte. Papa, laisse-moi faire ça, tu vas te faire mal. » Des questions qui n'étaient pas des questions, mais des moyens de me rappeler que je ne servais plus à rien. Carmen ne venait que quand elle avait besoin que je garde ses enfants. « Papa, peux-tu me rendre un service ? » disait-elle. Jamais. « Papa, comment vas-tu ? » Ou « Papa, as-tu besoin de quelque chose ?» Toujours un service, toujours quelque chose que je pouvais faire pour elle. Miguel m'a suggéré de vendre la maison. « Papa, cette maison est trop grande pour toi tout seul, et puis, l'argent te serait utile. » Quand je lui ai dit que non, que cette maison était le seul souvenir qu'il me restait de ma femme, il m'a traité d'entêté. « Mais papa, à quoi te sert une maison si grande ? Ne sois pas têtu. » Sofia a cessé de m'inviter aux réunions familiales. « Il y aura beaucoup de monde, papa, et tu ne connais personne, » me disait-elle. Mais je connaissais mes propres enfants, mes propres petits-enfants, du moins je le croyais. Luis, le plus discret, a commencé à m'éviter complètement.
Quand je l'appelais, il ne répondait pas. Quand je lui rendais visite, il était toujours pressé. Papa, aujourd'hui, je ne peux pas, j'ai beaucoup à faire. Beaucoup de choses plus importantes que son père, je suppose. Et Anna, ma petite dernière, celle qui me disait que j'étais son héros, a commencé à me parler comme à un employé. Papa, j'ai besoin que tu me prêtes de l'argent pour les frais de scolarité des enfants. Papa, peux-tu garder les enfants ce week-end? Papa, pourquoi ne m'aides-tu pas avec le paiement de la voiture? Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était Noël. Avant, quand Maria Elena était là, notre maison était le cœur de tout. Tout le monde venait ici, nous dînions ensemble, échangions des cadeaux. Après sa mort, les réunions se sont déplacées chez Roberto. C'est plus pratique là-bas, papa, me disait-il. Il y a plus de place. Mais je savais la vérité. C'était plus pratique sans le vieux qui dérangeait. Le dernier Noël que j'ai passé avec eux, ils m'ont offert un pull, visiblement acheté à la hâte dans un magasin. Il n'était même pas à ma taille. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est de voir comment ils s'offraient des cadeaux coûteux entre eux. Des téléphones, des appareils électroniques, des voyages. Pour moi, un pull bon marché et une tape dans le dos. Cette nuit-là, en rentrant dans ma maison vide, j'ai réalisé quelque chose de terrible. J'avais cessé d'exister pour eux. J'étais comme un vieux meuble encombrant qu'on ne jette pas par pitié. J'étais là, mais je n'étais pas là. Je respirais, mais je ne vivais pas. Je parlais, mais on ne m'écoutait pas. C'est là que j'ai commencé à élaborer ce que j'allais faire. Ce que mes enfants ignoraient, c'est que pendant toutes ces années d'abandon, je continuais à travailler, pas dans la construction. J'étais trop vieux pour ça, mais en faisant de petits boulots. Réparer des robinets, peindre des maisons, réparer des portes, des tâches qui payaient peu, mais qui m'occupaient et me rapportaient quelques pesos que je mettais de côté religieusement. J'avais aussi un secret que même Maria Elena n'avait pas totalement connu. Depuis que nous étions jeunes, je mettais de l'argent de côté, pas beaucoup, parfois seulement 5 pesos, parfois 20. Je le cachais dans une boîte à café derrière des planches desserrées dans le placard. De l'argent pour les urgences, pour les temps difficiles. Quand Maria Elena est morte, j'ai découvert qu'elle aussi avait ses économies secrètes. Une petite pochette en tissu cousu à la main, cachée dans sa boîte à couture, avec des billets pliés qu'elle avait économisés pendant des décennies, centime par centime. De l'argent qu'elle n'avait jamais dépensé, car elle pensait toujours à nous d'abord. En additionnant tout, nous avions plus d'argent que je ne le pensais. Beaucoup plus. Presque 100 000 pesos économisés sans nous en rendre compte, en vivant comme des pauvres, mais en étant plus riches que nous ne le paraissions. Cet argent, nous ne l'avions jamais touché, car il y avait toujours quelque chose de plus important à payer. Après l'enterrement, j'ai continué à économiser. Chaque peso de ma pension que je ne dépensais pas en nourriture ou en médicaments, je le mettais de côté. Chaque peso gagné en faisant des petits travaux, je le gardais. En 5 ans, cette somme avait doublé. Mais ce n'était pas tout. Il y a 1 an, le gouvernement a annoncé un programme de régularisation des propriétés. Il s'est avéré que cette maison, que j'avais achetée en 1989 en pensant qu'elle ne valait pas grand-chose, vaut maintenant une fortune. Le terrain s'est valorisé parce qu'un centre commercial a été construit à proximité. Ce qui m'avait coûté 30 000 pesos vaut maintenant plus de 500 000 pesos. Mais il y avait d'autres surprises. Je me suis souvenu que, lorsque je travaillais pour une entreprise de construction, on m'avait donné des actions de l'entreprise en guise de paiement. Des documents que j'avais rangés dans une boîte et que je n'avais jamais regardés, pensant qu'ils ne valaient rien, une façon de me payer moins en argent réel. Mais quand je suis allé vérifier, ces actions valaient une fortune.
l'entreprise s'était développée, et mes modestes actions s'étaient multipliées. Il y avait aussi l'assurance vie que j'avais contractée à la naissance des enfants. Une assurance que j'ai continué à payer toutes ces années, même quand l'argent était serré. 500 000 pesos qu'ils recevraient à ma mort. Un argent dont ils ignorent l'existence. Et enfin, en fouillant dans les papiers de Maria Elena, j'ai découvert qu'elle avait hérité d'un petit terrain de ses parents. Un terrain que nous pensions sans valeur, car il était isolé dans la campagne. Mais maintenant, il y a des projets pour construire une autoroute qui passe juste à côté, et ce terrain vaut plus que ce que nous avons gagné dans toute notre vie. En additionnant tout, je suis millionnaire. Millionnaire en pesos, millionnaire en dollars. Un vieillard qui vit avec 200 pesos par semaine et que ses enfants traitent comme un mendiant, mais qui a plus d'argent que tous réunis. L'ironie est cruelle. Pendant qu'il me suggérait de vendre la maison pour aller dans une maison de retraite, je pourrais acheter la maison de retraite entière. Pendant qu'ils m'offraient leurs cadeaux bon marché à Noël, je pourrais leur payer des vacances en Europe. Pendant qu'ils me parlaient comme à un vieux fou, je pourrais résoudre tous leurs problèmes financiers d'un simple coup de stylo. Mais ils ne le savent pas et ne le sauront pas avant qu'il ne soit trop tard, car voici le nœud de l'histoire. Pendant tous ces mois d'abandon, j'ai observé. J'ai vu qui se souciait vraiment de moi et qui ne venait que pour demander quelque chose. J'ai pris note de chaque mépris, de chaque manque de respect, de chaque fois qu'on m'a fait sentir comme un fardeau. J'ai aussi vu qui me traitait bien sans rien attendre en retour. Doña Carmen, ma voisine, qui m'apporte de la soupe quand je suis malade. Le jeune Alberto, qui m'aide à porter mes courses sans que je le lui demande. La señora Rosa, qui m'invite à manger quand elle est seule. Des gens qui ne sont pas ma famille, mais qui me traitent avec plus d'affection que mes propres enfants. Il y a une semaine, j'ai pris une décision. Je suis allé voir un notaire et j'ai modifié mon testament. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. C'est faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Récompenser ceux qui m'aiment vraiment et laisser les autres apprendre que l'amour ne s'achète pas, mais qu'il peut se perdre. Mes enfants pensent qu'ils vont hériter une vieille maison et quelques dettes. Ils ne savent pas qu'ils vont recevoir la leçon la plus coûteuse de leur vie. Une leçon qui va leur faire mal, mais qui pourrait peut-être les rendre meilleurs. Si c'était toi, que ferais-tu maintenant? Ce n'était pas une coïncidence, ou peut-être que quelque chose se voyait sur mon visage. Mais juste après avoir modifié mon testament, mes enfants ont commencé à se comporter différemment, comme s'ils avaient senti que quelque chose changeait, comme des chiens qui détectent un tremblement de terre avant qu'il n'arrive. Roberto a été le premier à se manifester. Un samedi matin, il a frappé à ma porte avec un sourire que je ne lui avais pas vu depuis des années. « Papa, je viens te voir. Comment vas-tu » Il m'a apporté du café d'une boutique chic et des beignets qu'il savait que j'aimais. Il s'est assis avec moi dans la cuisine et m'a posé des questions sur ma santé, mes médicaments, si j'avais besoin de quelque chose. Mais je le connaissais, je l'avais élevé. Je savais quand Roberto voulait quelque chose. Ça se voyait dans ses yeux. Après une demi-heure de conversation banale, il a commencé les questions. « Papa, as-tu tous tes papiers en ordre? As-tu pensé à faire un testament? As-tu besoin d'aide avec les affaires bancaires ?» Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que tout était réglé, mais il a insisté. « C'est que, papa, à ton âge, c'est important d'avoir tout organisé. Au cas où, tu vois. Au cas où je meurs, voulait-il dire. Au cas où ils aient besoin de savoir où est l'argent. Carmen est arrivée le lendemain. Quelle coïncidence, non? Elle est venue avec ses enfants.
mes petits-enfants, que je n'avais pas vus depuis des mois. Les enfants voulaient voir leur grand-père, m'a-t-elle dit. Mais les enfants étaient plus intéressés par leur téléphone que par discuter avec moi. Il était évident qu'elle les avait traînés. Carmen s'est proposée pour nettoyer la maison. Papa, laisse-moi t'aider avec le ménage. Cette maison a besoin d'une touche féminine. Pendant qu'elle nettoyait, je l'ai vue fouiller dans les tiroirs, déplacer des papiers, fureter là où elle n'avait pas à mettre son nez. Quand je lui ai demandé ce qu'elle cherchait, elle m'a répondu « Rien, papa, je range, c'est tout. » Miguel est apparu en milieu de semaine. Lui qui ne venait jamais en semaine à cause de son travail, le voilà. « Papa, j'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps, » m'a-t-il dit. « Je pense que tu devrais venir vivre avec nous. » Je lui ai rappelé qu'un an plus tôt, il m'avait suggéré d'aller dans une maison de retraite, et il s'est senti mal à l'aise. « Non, papa, tu as mal compris. J'ai toujours voulu que tu vives avec nous. » Menteur, mais il a continué à insister. « La maison est trop grande pour toi tout seul. Et puis, là-bas, tu serais entouré. On pourrait mieux s'occuper de toi. » Ce qu'il ne m'a pas dit, c'est que si je vivais avec lui, il pourrait contrôler mes affaires, mes papiers, mes décisions. Sophia est venue le vendredi, en pleurs. « Papa, j'ai été une mauvaise fille, » m'a-t-elle dit. « Je ne t'ai pas rendu visite comme je le devrais. Pardonne-moi. » Ses larmes semblaient insincères, mais j'avais vu ces mêmes larmes quand elle était petite, et voulait quelque chose que je ne pouvais pas lui donner. Elle m'a beaucoup enlacé ce jour-là, m'a dit qu'elle m'aimait, que j'étais le meilleur père du monde, qu'elle prendrait mieux soin de moi désormais. Mais pendant qu'elle m'enlaçait, ses yeux parcouraient la maison, calculant, évaluant, se demandant combien tout cela valait. Louis est arrivé le samedi, mon fils le plus discret, celui qui ne disait jamais ce qu'il pensait. Mais ce jour-là, il a parlé plus qu'en 5 ans réunis. « Papa, j'ai réfléchi à la famille, » m'a-t-il dit. « Je pense qu'on n'a pas été justes avec toi. » Il m'a parlé de son enfance, de tout ce que j'avais fait pour lui, de sa gratitude. Mais ensuite, les questions sont arrivées, sur ma santé, mes finances, mes projets pour l'avenir. « Papa, as-tu des économies ?» m'a-t-il demandé directement. C'est que je m'inquiète que tu n'aies pas assez d'argent pour quand tu seras plus vieux. Plus vieux. Comme si j'avais 5 ans. Anna a été la dernière à arriver. Ma petite dernière, celle qui a toujours été la plus directe. Papa, mes frères m'ont dit que tu agis bizarrement ces derniers temps, m'a-t-elle dit. Tu vas bien? Tu ne nous caches pas une maladie, n'est-ce pas? Je lui ai assuré que j'allais bien, mieux que jamais, mais elle a continué à poser des questions. C'est que je ne comprends pas pourquoi, d'un coup, tu es si différent. Avant, tu étais toujours prêt à nous aider, et maintenant, on dirait que tu t'es fermé. Voilà la vérité nue. Avant, j'étais toujours prêt à leur donner de l'argent, et maintenant, plus. C'est ce qui les dérangeait. Pas que je sois malade, mais que je ne sois plus leur distributeur automatique personnel. Pendant cette semaine, ils sont tous venus me voir. Tous avec des cadeaux, tous avec des sourires, tous avec un amour soudain. Après des mois d'abandon, j'avais soudain 6 enfants aimants, qui se souciaient de mon bien-être. Mais je ne suis pas idiot. On ne vit pas 73 ans pour rien. Je savais ce qui se passait. Ils avaient senti que quelque chose avait changé et voulaient s'assurer une place dans mon testament. Ils se disputaient entre eux pour voir qui pouvait être le plus affectueux, le plus attentionné, le plus présent. Le problème, c'est qu'ils arrivaient trop tard, bien trop tard. Car j'avais déjà pris ma décision, signé les papiers, décidé qui méritait mon affection et mon argent, et ce n'était pas eux. Mais ils ne le savaient pas.
Ils pensaient encore pouvoir me manipuler avec leurs sourires faux et leurs étreintes calculées. Ils croyaient encore que le vieil Esteban était aussi naïf qu'avant. Ils allaient avoir la surprise de leur vie. C'est Anna qui m'a complètement ouvert les yeux. Ma cadette, celle qui a toujours été la plus honnête, a commis l'erreur d'être trop directe. Elle est revenue le mardi suivant, seule cette fois, sans les enfants qu'elle avait amenés comme bouclier la semaine précédente. « Papa, il faut qu'on parle », m'a-t-elle dit avec cette voix qu'elle utilisait adolescente quand elle voulait me demander de l'argent pour quelque chose d'important. Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine, la même table où j'avais pris mes petits déjeuners, seul pendant tant de mois. « Papa, mes frères et moi avons parlé, » a-t-elle commencé. « Nous sommes inquiets pour toi. Nous pensons que quelqu'un te met des idées bizarres dans la tête. Des idées bizarres, comme l'idée que je mérite du respect, comme l'idée que je ne suis pas un fardeau. Je ne comprends pas, ma fille, lui ai-je répondu, feignant la confusion. Je voulais voir jusqu'où elle était capable d'aller. C'est que, dernièrement, tu es très fermé, papa. Avant, tu nous aidais toujours quand on en avait besoin, et maintenant, on dirait que tu te fiches de nous. Voilà la vérité nue. Ce n'était pas mon bien-être qui les préoccupait, c'était mon portefeuille. Quel genre d'aide veux-tu, Anna ? Lui ai-je demandé. Elle s'est tortillée sur sa chaise, mal à l'aise. Ce n'est pas que je veuille quelque chose de précis, papa. C'est juste que, eh bien, oui, il y a quelque chose. Pedro a perdu son travail le mois dernier, et on galère avec l'hypothèque. On s'est dit que peut-être tu pourrais... Elle n'a pas fini sa phrase, mais ce n'était pas nécessaire. Combien as-tu besoin ? Lui ai-je demandé directement. 50 000 pesos, a-t-elle dit sans ciller. Je sais que c'est beaucoup, mais c'est juste un prêt. On te remboursera dès que Pedro trouvera un travail. 50 000 pesos, plus que ce que ma pension me donne en 2 ans. De l'argent que je savais qu'il ne me rembourserait jamais, comme tous les prêts précédents que je n'ai jamais revus. Anna, je n'ai pas cet argent, lui ai-je répondu calmement. Son visage a changé du tout au tout. Le masque de la fille inquiète est tombé, et la vraie Anna est apparue. L'Anna égoïste, l'Anna calculatrice, l'Anna qui ne venait me voir que quand elle avait besoin de quelque chose. Mais papa, tu dois avoir des économies. Tu ne peux pas vivre seulement de ta pension, a-t-elle insisté. Et puis, cette maison vaut de l'argent. Tu pourrais faire quelque chose. Comme quoi ? Lui ai-je demandé. Vendre la maison, l'hypothécaire, je ne sais pas, papa, mais tu dois pouvoir faire quelque chose. Nous sommes ta famille. Voilà le mot magique. Famille. Le mot qu'ils utilisaient comme un chantage émotionnel chaque fois qu'ils voulaient quelque chose. Le mot qu'ils avaient oublié pendant des mois d'abandon, mais qu'ils se rappelaient parfaitement quand ils avaient besoin d'argent. Anna, si je vends la maison, où vais-je vivre ? Lui ai-je demandé. Tu pourrais vivre avec l'un de nous, a-t-elle répondu sans conviction. Nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Aucun d'eux ne voulait du vieux qui dérangeait chez lui. Cette conversation m'a brisé le cœur, mais elle m'a aussi libéré. Elle m'a fait voir, avec une clarté douloureuse, ce qu'ils pensaient vraiment de moi. Je n'étais pas leur père adoré. J'étais leur plan de retraite. Pas quelqu'un qu'ils aimaient, mais quelqu'un qu'ils pouvaient exploiter. Après le départ d'Anna, je suis resté assis dans cette cuisine silencieuse, ressentant un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse d'avoir perdu mes enfants il y a longtemps sans m'en rendre compte. Soulagement de comprendre enfin la vérité. Les jours suivants, ils ont continué à venir, un par un, avec des excuses différentes, mais avec le même objectif. Roberto avait besoin d'argent pour développer son entreprise. Carmen voulait rénover sa maison.
Miguel avait des dettes de carte de crédit. Sofia devait payer les frais de scolarité de ses enfants. Luis voulait acheter une nouvelle voiture. Tous avaient des urgences. Tous avaient des besoins urgents. Tous m'assuraient que c'était juste un prêt, qu'ils me rembourseraient bientôt, que ce n'était vraiment nécessaire. Mais aucun ne m'a demandé comment j'allais. Aucun ne s'est assis pour discuter sans rien demander en retour. Aucun ne m'a apporté un cadeau sans attendre quelque chose de mieux en échange. C'est alors que j'ai compris que ma femme avait raison. Ne les laisse pas te diminuer, m'avait-elle dit sur son lit de mort. Elle savait déjà ce qui allait arriver. Elle avait vu les signes que je refusais de reconnaître. J'ai commencé à prendre mes distances, pas d'un coup, car je ne voulais pas qu'ils soupçonnent davantage. Mais peu à peu, j'ai mis de la distance. Quand ils appelaient, je leur disais que j'étais occupé. Quand ils venaient, je les recevais, mais sans la joie d'autrefois. J'ai cessé de m'intéresser à leur vie. J'ai cessé de leur offrir à manger ou du café quand ils venaient. Je les traitais comme ce qu'ils avaient prouvé être, des visiteurs occasionnels qui venaient par intérêt. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Plus je me montrais distant, plus je me sentais libre, comme si je m'étais débarrassé d'un poids, comme si j'avais cessé de porter le fardeau, d'aimer des gens qui ne m'aimaient pas en retour. J'ai commencé à faire des choses pour moi, des choses que je n'avais pas faites depuis des années. Je me suis acheté des vêtements neufs, je suis allé chez le médecin pour un check-up complet. J'ai engagé quelqu'un pour aménager mon jardin, de petites choses qui me faisaient me sentir vivant à nouveau. Et pendant ce temps, ils continuaient à venir, à insister, à essayer de me manipuler avec leur affection feinte et leurs promesses vides, sans savoir que chaque visite, chaque demande d'argent, chaque démonstration d'amour calculée ne faisait que confirmer que j'avais pris la bonne décision. Le vieil Esteban, celui qu'on piétinait, était mort avec Maria Elena. Celui qui restait était quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait appris à se valoriser, quelqu'un qui n'allait plus mendier l'amour en échange d'argent. Et j'avais un plan pour le leur prouver. Mon plan n'était pas né de la vengeance, mais de la justice. Pendant des semaines, j'ai observé, pris des notes mentales, décidé qui méritait vraiment ce que j'avais travaillé toute ma vie pour obtenir. Et la réponse m'a surpris. Ce n'étaient pas mes enfants. Doña Carmen, ma voisine de 70 ans, avait été plus une famille pour moi ces derniers mois que mes propres enfants en des années. Chaque dimanche, elle m'invitait à manger. Non parce qu'elle avait besoin de quelque chose, mais parce qu'elle savait que j'étais seul. Elle me préparait du bouillon de poulet quand elle me voyait fatigué et avait toujours le temps d'écouter mes histoires sans regarder sa montre. Doña Carmen vivait d'une pension misérable, car son mari était mort jeune et elle n'avait jamais pu travailler officiellement. Elle vivait dans une maison délabrée, mais elle avait toujours un sourire pour moi. Elle me demandait toujours comment j'allais, comment j'avais dormi, si j'avais besoin qu'elle me rapporte quelque chose du marché. J'ai décidé qu'elle recevrait 100 000 pesos, assez pour réparer sa maison, pour vivre ses dernières années tranquillement, pour ne pas avoir à choisir entre acheter des médicaments ou de la nourriture. Ensuite, il y avait Alberto, le jeune de 25 ans qui travaillait à l'épicerie du coin. Chaque fois que j'achetais quelque chose de lourd, il laissait ce qu'il faisait pour m'aider à porter mes sacs jusqu'à la maison. Il ne me demandait jamais rien, n'attendait jamais de pourboire. « Ne vous inquiétez pas, Don Esteban, » me disait-il. « C'est pour ça qu'on est là. » Alberto étudiait la comptabilité le soir, mais travaillait toute la journée pour subvenir aux besoins de sa mère malade. Je l'avais entendu raconter à d'autres clients qu'il rêvait d'ouvrir son propre cabinet, mais qu'il n'avait pas l'argent pour les examens professionnels ni pour louer un bureau. Alberto recevrait 50 000 pesos et une lettre expliquant que c'était pour qu'il poursuive ses études,
pour qu'il réalise ses rêves sans avoir à se soucier des soucis financiers. Il y avait aussi le père Miguel, de l'église où j'allais parfois à la messe le dimanche. Il ne m'avait jamais demandé d'argent, n'avait jamais essayé de me convaincre de donner à l'église, mais je savais qu'il gérait une soupe populaire où il nourrissait des familles démunies. Je l'avais vu se servir moins pour que tout le monde ait à manger. Le père Miguel recevrait 100 000 pesos, à condition que cet argent aille spécifiquement à la soupe populaire, pour qu'il puisse nourrir plus de familles, pour qu'il n'ait jamais à dire à un enfant affamé qu'il n'y a pas de nourriture. La señora Rosa, qui vendait des tamales au coin de la rue, était aussi sur ma liste. Une femme de 60 ans qui travaillait dès 4 heures du matin pour élever ses 3 petits-enfants, car sa fille était morte dans un accident. Elle me gardait toujours les plus gros tamales et me demandait comment j'allais avec une véritable inquiétude. Rosa recevrait 30 000 pesos. Pas beaucoup, mais assez pour qu'elle puisse se reposer un peu. Emmener ses petits-enfants chez le médecin sans se soucier de l'argent. Pour qu'elle sache que quelqu'un valorisait son travail et son sacrifice. Enfin, il y avait la maison Hogar San Francisco, un orphelinat près de l'endroit où j'avais travaillé des années plus tôt. J'étais passé plusieurs fois devant et j'avais vu les enfants jouer dans la cour avec des jouets usés et des vêtements rapiécés, des enfants qui n'avaient personne, comme je commençais à me sentir. L'orphelinat recevrait le reste, près de 400 000 pesos. De l'argent pour améliorer les installations, acheter des lits neufs, s'assurer que ces enfants aient ce que mes propres enfants avaient eu quand ils étaient petits. Amour, soin et opportunité. La maison, je la laisserai à Doña Carmen, à condition qu'elle puisse y vivre jusqu'à sa mort. Puis elle serait vendue et l'argent irait à l'orphelinat. Mais quelques meubles et affaires personnelles iraient aussi à l'orphelinat pour qu'ils les vendent et achètent ce dont ils ont besoin. Pour mes enfants, j'ai prévu quelque chose de spécial. À chacun, je laisserai exactement 1000 pesos, assez pour payer l'essence pour venir à mon enterrement s'ils décidaient de venir. Et une lettre où je leur expliquerai pourquoi ils recevraient si peu et comment ils auraient pu recevoir tant. Mais il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait de leur enseigner quelque chose que j'aurais dû leur apprendre il y a longtemps, que l'amour ne s'achète pas, mais qu'il peut se perdre, que la famille, ce n'est pas seulement ceux qui partagent ton sang, mais ceux qui choisissent de rester avec toi quand il n'y a rien à gagner. Je suis allé chez le notaire 3 fois pour m'assurer que tout était parfait, qu'il n'y ait aucun moyen pour mes enfants de contester le testament, que chaque peso aille exactement là où je voulais. Le notaire, un jeune homme qui me traitait avec respect, m'a demandé si j'étais sûr de ma décision. Don Esteban, ça va causer des problèmes dans votre famille, m'a-t-il dit. Je n'ai plus de famille, lui ai-je répondu. Mais je vais en créer une nouvelle. Une famille de gens qui comprennent ce que signifie prendre soin des autres sans rien attendre en retour. J'ai aussi préparé autre chose, une vidéo. Une vidéo où je leur expliquerai ma décision, où je leur raconterai tout ce qu'ils avaient fait de mal, mais aussi où je leur donnerai une dernière chance de réfléchir à leur vie. Ce n'était pas pour les blesser, c'était pour les réveiller, pour qu'ils comprennent qu'ils avaient eu un père qui les aimait et qu'ils l'avaient perdu, non pas parce qu'il était mort, mais parce qu'ils avaient choisi l'argent plutôt que l'amour. Mon plan était prêt, il ne manquait plus que l'exécuter. Et pour cela, j'avais besoin du moment parfait. Ce moment est arrivé pour mon 74e anniversaire. Pour la première fois depuis des années, tous mes enfants se sont mis d'accord pour organiser une fête surprise. Bien sûr, ce n'était pas vraiment une surprise. Carmen m'avait appelé 3 fois pour s'assurer que je serais chez moi le samedi. Roberto était passé mesurer combien de personnes pouvaient tenir dans le salon. Il était évident qu'il préparait quelque chose. La vraie surprise allait être la mienne.
Ils sont arrivés tous à l'heure, à 14 heures. Ils ont apporté un gâteau acheté au supermarché, des ballons du même endroit et des cadeaux visiblement choisis à la hâte. Un pull qui n'était pas à ma taille, une lotion bon marché, des chaussettes génériques, des cadeaux qui criaient « Je l'ai acheté parce qu'il fallait apporter quelque chose ». Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est de les voir jouer la famille parfaite, prendre des photos avec moi, m'enlacer pour Facebook, dire des choses comme « Le meilleur papa du monde, quelle chance on a de t'avoir ». Tout était calculé, tout était faux, tout était pour faire bonne figure. Pendant la fête, je les ai entendus parler entre eux dans la cuisine. Ils pensaient que je ne les entendais pas, mais les murs sont fins et mes oreilles fonctionnent encore bien. L'un de vous a-t-il réussi à lui faire dire quelque chose sur ses papiers ? A demandé Roberto à voix basse. Rien, a répondu Miguel. Il est très fermé, mais il a quelque chose, j'en suis sûr. La maison vaut au moins quelque chose, a dit Carmen. Ça, au moins, nous revient. Espérons qu'ils ne lui prennent pas l'idée de la vendre et de tout dépenser, a ajouté Anna. Vous savez comment sont les vieux. Parfois ils font des folies. Des folies. C'est ce qu'ils pensèrent de moi. Un vieux fou qui pourrait faire des folies avec son propre argent. Après avoir mangé le gâteau et fin d'être heureux avec mes cadeaux bon marché, je leur ai dit que j'avais quelque chose d'important à leur annoncer. Ils se sont tous montrés très attentifs. Ils pensaient, probablement, que j'allais enfin révéler mes secrets financiers. Mes enfants, leur ai-je dit, je veux que vous sachiez que j'ai beaucoup pensé à vous ces derniers temps. Ils se sont regardés avec espoir. Roberto s'est même redressé sur sa chaise, comme s'il s'attendait à de bonnes nouvelles. J'ai décidé qu'il était temps d'avoir une conversation honnête avec vous, ai-je continué. Une conversation sur ce que vous attendez vraiment de moi. Le silence s'est fait lourd. Personne n'osait parler. Roberto, ai-je dit directement, la dernière fois que tu es venu me voir sans me demander d'argent, c'était il y a 2 ans. Tu t'en souviens ? Il a rougi. Papa, je n'ai pas... Si, tu l'as fait, l'ai-je interrompu. Tu viens quand tu as besoin de quelque chose, comme la fois où tu voulais que je me porte garant pour ton prêt commercial. Ou quand tu avais besoin d'argent pour l'école des enfants. Il y a toujours une urgence, n'est-ce pas ? Je me suis tourné vers Carmen. Carmen, tu m'as dit que j'étais le meilleur papa du monde exactement 4 fois ces 2 dernières années. Les 4 fois, c'était avant de me demander de garder tes enfants. Carmen a baissé les yeux. Elle ne pouvait pas le nier, c'était vrai. Miguel, ai-je continué, tu m'as suggéré d'aller dans une maison de retraite. Tu disais que je serais mieux prise en charge. Mais aujourd'hui, tu me dis que tu veux que je vive avec toi. Qu'est-ce qui a changé ? Miguel a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Sofia, tu m'as dit que tu avais été une mauvaise fille et que tu allais changer. C'était il y a 1 mois. Sais-tu combien de fois tu m'as appelé depuis juste pour me demander comment je vais ? 0. Sofia a commencé à pleurer, mais ses larmes ne m'émouvaient plus. Je les avais vues trop souvent. Luis, tu m'as directement demandé si j'avais des économies. Tu ne m'as pas demandé si j'allais bien, si je me sentais seul, si j'avais besoin d'aide pour quelque chose. Tu m'as demandé pour l'argent. Luis s'agitait sur sa chaise, mal à l'aise. Et Anna, ai-je dit enfin en me tournant vers ma cadette. Tu m'as demandé 50 000 pesos et suggéré de vendre ma maison pour te les donner. La maison où j'ai vécu avec votre mère. La maison que j'ai payée avec ma sueur. La maison qui est le seul souvenir qu'il me reste de ma vie avec elle. Anna pleurait aussi maintenant, mais j'ai continué. Alors, je veux vous poser une question, leur ai-je dit avec la voix la plus calme que je pouvais trouver. Si je n'avais pas d'argent,
Si cette maison ne valait rien, s'il n'y avait pas d'héritage à espérer, viendriez-vous encore me voir? Le silence fut assourdissant. Personne n'a répondu, car nous connaissions tous la réponse. Je vais vous dire quelque chose, ai-je continué. Votre mère, avant de mourir, m'a dit « Ne les laisse pas te diminuer ». Je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire. Maintenant, je comprends parfaitement. Roberto a essayé d'interrompre. Papa, je pense que tu te trompes. Je ne me trompe pas du tout, l'ai-je coupé. Je vois la vérité pour la première fois depuis des années. Et la vérité, c'est que vous ne m'aimez pas pour moi. Vous aimez ce que vous pensez que je vais vous laisser à ma mort. Carmen s'est levée de sa chaise. Papa, ce n'est pas vrai. Nous t'aimons beaucoup. Ah oui? Alors prouvez-le, leur ai-je dit. Cessez de venir pendant 1 an. Ne me demandez rien. N'attendez rien. Ne calculez rien. Venez juste parce que vous voulez être avec moi. Venez discuter, m'accompagner, me demander comment je vais. Sans arrière-pensée, sans urgence financière, sans service à demander. Ils se sont regardés, confus. Mais papa, a dit Anna, nous t'aimons. C'est juste que, nous avons tous des problèmes financiers. Et vous pensez que ces problèmes sont ma responsabilité? Ai-je terminé sa phrase pour elle. Vous pensez que, parce que je suis votre père, j'ai l'obligation de résoudre vos vies jusqu'à ma mort. Je me suis levé de ma chaise et les ai regardés. Mes enfants, j'ai déjà pris des décisions sur beaucoup de choses, des décisions qui vont tout changer. Et je veux que vous sachiez que vous avez eu de nombreuses occasions de faire les choses différemment. De nombreuses occasions de me montrer que vous m'aimiez pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Roberto s'est levé aussi. Papa, que veux-tu dire par là? Vous le comprendrez bientôt, leur ai-je dit. Très bientôt. Après cette conversation, mes enfants sont partis avec des visages sombres et des regards inquiets. Pas d'embrassade d'adieu, pas de promesse d'appeler. Ils sont partis aussi vite qu'ils étaient venus, calculant, se demandant ce que j'avais voulu dire, essayant de deviner si leur plan fonctionnait encore. Mais pour la première fois depuis des années, je suis resté dans ma maison en me sentant libre. Libre de faire semblant de ne pas voir leurs intentions, libre de jouer le jeu de la joie à leur visite, libre de prétendre que j'étais le père fier d'une famille unie. Les jours suivants ont été différents. J'ai décidé que si j'allais commencer une nouvelle vie à 74 ans, autant le faire bien. J'ai commencé à me lever plus tôt, non parce que je devais travailler, mais parce que je voulais profiter de chaque jour qu'il me restait. Je me suis rapproché de Doña Carmen. Un jour, j'ai frappé à sa porte et lui ai dit « Carmen, voulez-vous qu'on prenne le petit déjeuner ensemble? Je m'occupe des œufs. Vous apportez le café. » Elle a ri de bon cœur et m'a dit que personne ne lui avait proposé ça depuis des années. Depuis, nous prenons le petit déjeuner ensemble 3 fois par semaine. Avec elle, j'ai découvert ce qu'était une vraie conversation. Elle me parlait de ses petits-enfants qui vivaient loin de ces mots, des feuilletons qu'elle regardait. Je lui racontais mon travail dans la construction, les endroits que j'avais visités, les choses que j'avais apprises. Des conversations sans agenda, sans montre, sans hâte de demander quelque chose. Je me suis aussi lié d'amitié avec le jeune Alberto. Un jour, je lui ai demandé de m'aider à porter des choses lourdes, et je l'ai payé plus que convenu. « Don Esteban, c'est trop, m'a-t-il dit. »« Non, petit, lui ai-je répondu. C'est juste. Ton temps a de la valeur, et un travail bien fait se paye bien. » Peu à peu, Alberto a commencé à me parler de ses études. Il me racontait ses examens, ses rêves d'ouvrir un cabinet, la difficulté d'étudier après une journée entière de travail. Un jour,
Je lui ai demandé: Alberto, de quoi as-tu besoin pour devenir comptable? Il m'a parlé des cours qu'il lui restait, des examens professionnels, de l'ordinateur dont il avait besoin. Je l'ai écouté, sans l'interrompre, sans juger, juste en écoutant. Avec le père Miguel, j'ai aussi commencé à discuter davantage. Après la messe, je restais pour l'aider à ranger les bancs, balayer, fermer l'église. Un jour, il m'a invité à découvrir la soupe populaire. Voir ces familles manger avec dignité, voir les enfants rire pendant que leurs parents pouvaient se détendre un instant, m'a brisé le cœur de la plus belle des manières. Père, lui ai-je dit, de quoi avez-vous le plus besoin pour la soupe populaire? Il m'a parlé des casseroles qui se cassaient, de la cuisinière qui ne chauffait plus bien, des assiettes cassées qui les obligeaient à servir la nourriture dans des gobelets en plastique. Je l'ai écouté et j'ai pris des notes mentales. La señora Rosa est aussi devenue une partie de ma nouvelle routine. Chaque matin, je passais prendre ses tamales, non seulement parce qu'ils étaient délicieux, mais parce que j'aimais discuter avec elle. Elle me parlait de ses petits-enfants, de l'intelligence de l'aîné, du rêve de la cadette de devenir médecin. Je voyais dans ses yeux le même amour que j'avais ressenti pour mes enfants quand ils étaient petits. Un jour, Rosa est arrivée en pleurs à son stand. Son petit-fils aîné avait eu un accident de vélo et avait besoin de radiographie. « Je ne sais pas d'où je vais trouver l'argent, Don Esteban, m'a-t-elle dit. Ce que je gagne suffit à peine pour la nourriture. » Je lui ai donné l'argent pour les radiographies sans hésiter. « Mais Don Esteban, comment vais-je vous rembourser? »« Vous ne me rembourserez rien, señora Rosa, lui ai-je répondu. Vous me payez chaque jour avec votre sourire et vos tamales. Et ainsi, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à construire une nouvelle famille. Une famille choisie, pas imposée par le sang. Une famille qui me cherchait parce qu'elle appréciait ma compagnie, pas parce qu'elle attendait quelque chose de moi. Une famille qui se souciait de moi parce qu'elle m'aimait, pas parce qu'elle avait besoin de moi. Mes vrais enfants ont continué à venir, bien sûr, mais maintenant, c'était différent. J'étais différent. Je ne faisais plus semblant d'être heureux de les voir. Je les recevais avec courtoisie, mais sans enthousiasme. Je répondais à leurs questions, mais je ne m'intéressais plus à leur vie. Je les traitais comme ce qu'ils étaient, des connaissances qui passaient en visite. Roberto a essayé de m'interroger sur mes décisions. Je lui ai dit que je les avais prises et qu'il les connaîtrait en temps voulu. Carmen m'a proposé son aide pour le ménage, mais je lui ai dit que j'avais déjà quelqu'un pour m'aider. Miguel a insisté pour que je vienne vivre avec lui, mais je lui ai dit que j'étais très bien là où j'étais. C'était étrange. Plus je leur refusais ce qu'ils voulaient, plus ils insistaient pour être proches, comme s'ils avaient senti qu'un événement important se préparait et qu'ils ne voulaient pas le manquer. Mais il était déjà trop tard. J'avais trouvé ma paix, mon but. J'avais découvert à 74 ans ce que signifie être valorisé pour qui je suis, pas pour ce que je peux donner. Et chaque soir, avant de dormir, je parlais à Maria Elena. Je lui racontais ma journée, les gens que j'avais rencontrés, les décisions que j'avais prises. « J'ai compris ce que tu m'as dit, mon amour, » murmurai-je dans l'obscurité. Je ne les laisse plus me diminuer. Maintenant, je sais ce que je vaux. Le plan fonctionnait parfaitement, mais le plus beau, c'est que ce n'était plus une question de plan. C'était une question d'avoir retrouvé ma dignité, mon but, mon droit au bonheur. C'était d'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. 3 mois ont passé depuis cette conversation avec mes enfants, et aujourd'hui, je me sens comme un homme totalement différent. Je me lève chaque matin avec l'envie de vivre, pas seulement de survivre. J'ai des rendez-vous pour prendre le petit déjeuner, des gens qui m'attendent, des projets à accomplir. À 74 ans, j'ai enfin compris ce que signifie avoir une vie à soi. Hier, je suis retourné chez le notaire pour la dernière fois.
Tout est prêt, chaque papier signé, chaque décision confirmée. Mes nouveaux bénéficiaires ne savent même pas ce qui les attend. Doña Carmen continue de vivre dans sa maison délabrée, sans imaginer qu'elle aura bientôt une maison à elle et de l'argent pour ses dernières années. Alberto continue d'étudier le soir, sans savoir qu'il pourra bientôt se consacrer entièrement à ses rêves. Le père Miguel continue de faire des miracles avec le peu qu'il a, sans imaginer qu'il pourra bientôt nourrir beaucoup plus de familles. Et mes enfants continuent de venir, de plus en plus désespérés, de plus en plus évidents dans leurs intentions. Roberto m'a apporté un cadeau coûteux la semaine dernière, quelque chose qu'il ne pouvait clairement pas se permettre. Carmen m'offre de s'installer chez moi pour que je ne sois pas seul. Miguel insiste pour m'emmener chez le médecin, convaincu que je suis malade, et que c'est pour ça que j'agis bizarrement. Anna pleure à chaque visite, m'assurant qu'elle m'aime, que je suis le meilleur père du monde. Mais je ne me laisse plus émouvoir par leurs performances. Je les vois comme des acteurs dans une pièce de théâtre, jouant le rôle des enfants aimants, mais oubliant que le public connaît le vrai scénario. Il y a quelques jours, Roberto a osé me demander directement « Papa, as-tu un testament ?» Je lui ai répondu que oui, que tout était en ordre. Et peut-on savoir ce qu'il dit ? Vous le saurez quand le moment sera venu, lui ai-je répondu. Il est parti furieux, mais en essayant de le cacher. La vérité, c'est que je ressens de la tristesse. Tristesse pour les années perdues, pour l'amour gâché, pour la famille que nous aurions pu être. Mais je ressens aussi de la paix en sachant que je n'ai plus à porter cette tristesse. Je n'ai plus à prétendre que les choses sont différentes de ce qu'elles sont. J'ai appris quelque chose d'important ces derniers mois. L'amour véritable ne se mendie pas, il se trouve. Et il se trouve dans les endroits les plus inattendus. Dans le sourire d'une voisine qui te garde le dernier tamal. Dans la gratitude d'un jeune qui t'aide sans rien attendre. Dans la bénédiction d'un prêtre qui nourrit les affamés. Dans les yeux d'une grand-mère qui travaille pour offrir un avenir à ses petits-enfants. J'ai aussi appris que la dignité n'a pas d'âge, qu'on peut retrouver sa propre valeur à 70, 80, 90 ans. Qu'il n'est jamais trop tard pour dire stop à ceux qui te traitent mal, même s'il s'agit de ta propre famille. Et j'ai compris que la véritable héritage n'est pas l'argent que tu laisses, mais l'exemple que tu donnes. Mes enfants recevront très peu d'argent de ma part, mais ils recevront une leçon qui vaut plus que tout l'or du monde. Ils apprendront que les actions ont des conséquences, que l'amour se cultive jour après jour, qu'il ne s'improvise pas quand ça arrange. Peut-être que lorsqu'ils liront les lettres que je leur ai laissées, lorsqu'ils comprendront pourquoi j'ai pris ces décisions, ils réfléchiront à leur vie. Peut-être qu'ils apprendront à valoriser les gens qu'ils ont avant de les perdre. Peut-être qu'ils deviendront de meilleurs parents, de meilleurs conjoints, de meilleures personnes. Ou peut-être pas. Peut-être qu'ils seront en colère, qu'ils me détesteront, qu'ils diront que j'étais un vieux fou et rancunier. Mais ce n'est plus ma responsabilité. J'ai fait ma part. Je les ai élevés, éduqués, soutenus. Je leur ai donné un amour inconditionnel pendant des décennies. Ils ont choisi ce qu'ils en feraient. Ce que je sais, c'est que je mourrai en paix. Je mourrai en sachant que mes dernières années, je les ai vécues avec dignité, que j'ai trouvé des gens qui m'ont valorisé pour qui je suis, que mon argent ira à des gens qui en ont vraiment besoin et qui l'utiliseront pour faire le bien. Quand mon heure viendra, et j'espère que ce sera dans de nombreuses années, car j'ai maintenant envie de vivre, je partirai tranquille. Je partirai en sachant que j'ai laissé le monde un peu meilleur que je ne l'ai trouvé, que j'ai aidé une voisine, soutenu un jeune, nourri des familles dans le besoin, donné de l'amour sans condition à ceux qui le méritaient. Et peut-être, juste peut-être, mes enfants comprendront
que ce que leur père leur a laissé de plus précieux n'était ni des pesos ni des propriétés, mais l'exemple de ce que signifie vivre avec dignité, aimer sans intérêt et avoir le courage de recommencer quand c'est nécessaire. Maria Elena avait raison. Je n'ai pas laissé qu'on me diminue. Au final, je me suis grandi, plus libre, plus heureux, plus moi-même. Et ça, crois-moi, ça n'a pas de prix. Si tu as encore tes parents, va les embrasser. Demande-leur comment ils vont. Écoute leurs histoires, valorise leur temps. N'attends pas qu'ils aient de l'argent à t'hériter pour leur montrer que tu les aimes. Le temps s'épuise pour tout le monde, mais le regret dure éternellement. Et si tu es plus âgé, comme moi, et que tu te sens oublié, souviens-toi de ceci. Il n'est jamais trop tard pour exiger le respect que tu mérites. Il n'est jamais trop tard pour trouver des gens qui te valorisent. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Dis-moi si cette histoire a du sens pour toi, et dis-moi de quelle ville tu m'écoutes, hein ?